Dans un monde où les mensonges sont de plus en plus fréquents, sont de plus en plus visibles, sont de plus en plus gros de la part des compagnies pharmaceutiques, de la part des médias mainstream, de la part des gouvernements, de la part des instances de santé publique, je vous invite cette semaine à vivre avec moi le défi de la vérité. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle conversation du lundi, la conversation numéro 73, ou on pourrait dire 73 pour les Belges et les Suisses qui me le réclament de temps en temps. La conversation donc du 18 janvier 2021 et aujourd'hui je vais faire vraiment très simple parce que par ailleurs j'ai beaucoup de travail et je travaille sur des gros projets pour l'instant. Donc ce que je vais faire c'est simplement vous retransmettre une entrevue qui m'a été sollicitée il y a quelques jours par François et à qui j'ai accordé cette entrevue qui a été publiée jeudi dernier et pour laquelle j'ai eu énormément de plaisir à répondre aux questions de cette émission, Le Défi de la Vérité. Le Défi de la Vérité, en fait, c'est une série d'émissions animées par Richard Boutry, qui est un ancien animateur des médias mainstream et qui est passé chez François, qui est aussi un média mainstream, mais je dirais que c'est pratiquement le seul média mainstream français à avoir une indépendance sur le plan rédactionnel et sur le plan informationnel. Je vous invite donc à regarder attentivement cette entrevue et de faire également deux choses pour rendre service à François. La première chose que je vous demanderai, c'est, une fois que vous aurez fini de visionner cette entrevue, c'est de cliquer sur le lien qui se trouve sous cette vidéo et de vous rendre sur la chaîne YouTube de François pour vous y abonner. Je dirais que c'est vraiment important parce qu'il faut que vous compreniez que les algorithmes de YouTube font que plus une vidéo est vue, plus elle va être proposée aux internautes. Et plus une chaîne compte d'abonnés, plus cette chaîne va être mise en avant auprès des internautes. Et comme François est pratiquement le seul média mainstream à être indépendant et à oser tenir un discours qui ne va pas dans le même sens que le discours et le narratif tenu par tous les autres médias mainstream en faveur du vaccin, en faveur de cette pandémie de Covid-19, etc., je pense que vous rendrez un grand service non seulement à François, mais vous rendrez donc un service à tous les internautes qui sont encore hésitants et qui se demandent, mais finalement, qui doivent-ils croire ? Je vous signale au passage que dans cette série Le Défi de la Vérité, que je vous invite vraiment à visionner sur YouTube également, vous verrez qu'il y a une interview du professeur Montagnier, il y a deux interviews du professeur Perron, puis il y a encore d'autres interviews de gens très intéressants. Donc ça vaut vraiment la peine que vous fassiez le détour par le site, la chaîne YouTube de François. L'autre chose que je vous invite à faire dès à présent, c'est de partager le plus largement possible cette conversation du lundi en téléchargeant les fichiers vidéo et en les republiant soit sur votre chaîne YouTube, soit sur votre page Facebook ou en partageant l'interview qui a été faite par François sur YouTube, en partageant cette vidéo le plus largement possible. Je pense que vraiment nous avons besoin de poursuivre notre combat de la réinformation pour que enfin la vérité puisse éclater au grand jour. Je vous remercie et je vous souhaite dès à présent un très bon visionnage. Madame, mademoiselle, messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur cette émission Le Défi de la Vérité de François. Comment stopper véritablement cette machine infernale aujourd'hui, cette course folle que vous vivez vers l'horreur. On va voir ça aujourd'hui avec mon invité, qui est un invité exceptionnel. Il draine derrière lui des centaines de milliers de followers, pour pas dire des millions. Le Défi de la Vérité, donc interview aujourd'hui une vraie star médiatique. Il s'agit de Jean-Jacques Crèvecoeur. Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour Richard. Vous êtes en direct du Québec. Vous avez été mandaté, il y a de cela quelques années, par le gouvernement belge pour formater véritablement les esprits à la télévision, chose que vous avez bien sûr, on l'imagine, refusée. Vous êtes par ailleurs bardé de diplômes, vous êtes l'un des grands spécialistes mondiaux reconnus en tous les cas de la manipulation. Vous en connaissez bien sûr tous les ressorts. Alors tout d'abord, première question, pourquoi Jean-Jacques cette interview à François? Eh bien, j'ai choisi d'accepter l'interview de François parce que pour moi, François fait partie de ces rares médias mainstream qui continuent à souffler un vent de liberté, un vent de, je dirais, de démocratie et un vent de débat contradictoire. Donc, et pour moi, c'est ça le support même de la démocratie, c'est qu'on accepte de tenir des discours qui sont contradictoires et qui ne vont pas tous dans le même sens. Alors, première question, comment se passe aujourd'hui la situation au Canada et au Québec, plus particulièrement là où vous êtes aujourd'hui? Je dirais que la situation au Canada et au Québec n'est pas très très différente de celle de la France, de la Belgique, de la Suisse, du Brésil, de l'Argentine, etc. Puisque ce sont des pays qui se sont complètement alignés à un plan déterminé, un plan globaliste, un plan mondialiste, et il y aura pas beaucoup de différences que je perçois puisque je suis un certain nombre d'actualités dans différents pays. Dernièrement, nous venons d'avoir droit à l'instauration d'un couvre-feu à partir de 20h jusqu'à 5h du matin. Mais donc, je dirais que rien de nouveau sous le soleil. On avance dans un plan qui apparaît de plus en plus comme quelque chose qui est commandé depuis des instances supérieures aux États-nations. Mais par ailleurs, en tout cas de France, on nous parle beaucoup d'informations très sensibles sur place, d'un pouvoir coercitif extrêmement puissant. On parle même de prison aujourd'hui, ou en tout cas de camp pour les récalcitrants. C'est le cas véritablement ? Alors, on ne peut pas véritablement affirmer qu'il s'agit de prisons qui sont mises en place, mais quand même à la grandeur du Canada, qui est quand même le deuxième plus grand pays du monde, on a droit à l'instauration et à l'installation de 42 camps de confinement qui inquiète un certain nombre de députés de l'État fédéral parce que ces camps qui sont présentés officiellement comme des lieux de confinement pour les voyageurs rentrant de l'étranger sont quand même équipés, et ça on le sait à travers les appels d'offres officiels qui ont été faits vis-à-vis de différents fournisseurs. On se rend compte que finalement ces camps pourraient servir à d'autres choses, y compris à des camps de concentration ou des prisons pour les récalcitrants à la vaccination. Alors, mais évidemment, on ne peut pas encore affirmer véritablement sans aucun doute que ces camps vont servir à cela, mais ça inquiète énormément de personnes, effectivement. Parmi les récalcitrants, il y a bien sûr vous au premier chef. Vous êtes vous extrêmement exposé, vous êtes véritablement dans l'œil du cyclone. Est-ce que Jean-Jacques, vous avez peur pour vous, pour votre famille et pour vos proches ? Alors c'est effectivement une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que j'ai peur ? Et pour répondre à cette question, il faut que je revienne au combat que j'ai mené au moment de la grippe H1N1 où je m'étais déjà rendu compte à toute une série d'indices que nous étions face à une manipulation mondiale, à une propagande dont le but pas très avoué était de vacciner une bonne partie de la population. Et à un moment donné, j'ai senti à l'intérieur de moi que ce n'était pas possible pour moi de ne pas réagir et de ne pas agir contre cette propagande et contre une manœuvre où on faisait peur à la population en nous annonçant plus de 20 millions de morts. On nous annonçait que peut-être les choses seraient même pires que la grippe espagnole, alors qu'on savait très bien que c'était une manipulation des chiffres, une manipulation des critères de pandémie. Et donc, à un moment donné, je me suis trouvé face à cette situation que Schopenhauer décrit très bien, où il dit, à un moment donné de notre existence, il y a un tu-dois auquel on ne peut se soustraire. Et pour moi, c'était véritablement ça qui était essentiel, c'était de me poser cette question, est-ce que je pourrais
survivre sur le plan spirituel, au niveau de mon âme, si je ne fais rien pour essayer de contrer ou de retarder cette tentative d'instauration d'une dictature sanitaire? Et est-ce que je me sentirai bien le jour où je serai en survie parce que j'aurais sauvé ma peau, mais où je n'aurais pas essayé de faire quelque chose? Et donc c'est là où, pour moi, la décision a été prise de préférer me faire tuer par les compagnies pharmaceutiques, parce que je savais déjà à l'époque que ça faisait partie des manœuvres courantes des compagnies pharmaceutiques. Il suffit de regarder le film La Constance du jardinier pour se rendre compte que les opposants aux compagnies pharmaceutiques peuvent se faire tuer, effectivement. Mais je préférais encore prendre le risque de me faire tuer que de vivre ou de survivre dans une dictature. Mais derrière, à partir de là, oui, derrière ce tu-dois, Jean-Jacques, que vous évoquiez tout à l'heure, il y a quoi comme aspiration? Est-ce que vous faites ça, ce combat-là, vous le menez pour vous le menez pour vos enfants, ou vous le menez pour le kidam moyen que vous ne connaissez pas? alors, nous sommes dans l'émission Le défi de la vérité, donc je vais vous répondre en vérité. Je mène ce combat essentiellement et avant tout pour moi. C'est-à-dire que je ne peux pas imaginer survivre dans un état totalitaire sans avoir fait quelque chose. Et d'ailleurs, à partir du moment où j'ai fait ce choix d'accepter le risque de me faire tuer, la peur m'a quitté. Et la peur ne m'a jamais revisité depuis lors. Mais pour moi, l'enjeu principal, et c'est ce que j'ai fait lorsque j'ai eu des grandes décisions à prendre dans ma vie, et chaque fois que j'ai eu des grandes décisions à prendre dans ma vie, je me suis projeté le jour de ma mort ou le lendemain de ma mort en me demandant: est-ce que, en regardant ma vie en arrière, je suis fier et je suis heureux d'avoir mené la vie que j'ai menée? Même si la mort que j'ai subie a été une mort brutale, mais est-ce que je peux vraiment me dire que j'ai écouté les aspirations de mon âme? Donc en fait, le combat que je mène, que j'ai recommencé à mener depuis le mois de février 2020, contre cette manœuvre de propagande à nouveau, il est essentiellement pour me sentir aligné et me sentir en paix avec mes aspirations les plus profondes sur le plan spirituel. Alors c'est vrai qu'après, ça peut avoir des conséquences positives pour mes enfants, pour les générations à venir et pour la population en général, mais en vérité, ma première motivation et l'unique motivation, je dirais, c'est d'être aligné avec ce que je sens que mon âme me dit de faire. C'est tout. Alors c'est extrêmement louable, extrêmement salutaire, ça donne même des frissons, et j'imagine que les très nombreux téléspectateurs qui nous regardent doivent partager cette émotion qui est la vôtre, qui est la mienne aujourd'hui. Cela dit, est-ce que c'est vraiment utile d'après vous comme combat? Parce qu'on se sent tellement seul, on se sent tellement isolé, on se sent tellement noyé finalement dans cette foultitude ambiante qui va un peu à l'encontre. On a l'impression si vous voulez, d'être sur la plage et d'essayer d'endiguer la marée montante. C'est pas votre impression aussi? Alors, de toute façon, c'est vrai que tout être humain face à une épreuve se sentira toujours seul, même s'il est entouré. Donc je dirais que ça, c'est déjà un principe philosophique général, c'est que nous sommes seuls face aux défis de notre existence, nous sommes seuls face aux épreuves de notre existence. Donc cette crise du Covid-19 ne fait que révéler davantage la solitude dans laquelle nous sommes. Mais comme disait un philosophe aussi, c'est le fait que nous sommes seuls face à la vie qui fait notre solidarité. D'ailleurs, il le disait en disant: c'est parce que nous sommes solitaires que nous devenons solidaires. Et je pense que c'est une des choses importantes à se rendre compte, c'est que en même temps, nous sommes seuls face à l'adversité, et en même temps, il y a énormément de solidarité qui sont en train de se tisser. Personnellement, j'ai rencontré à peu près 250 à 300 nouvelles personnes parmi des lanceurs d'alerte, des philosophes, des médecins, des immunologues, des biologistes cellulaires, etc., que je ne connaissais pas le 1er janvier 2020. Et donc, je dirais que cette année 2020, pour moi, a été un véritable cadeau parce que ça m'a permis de tisser un réseau de solidarité avec des personnes exceptionnelles de grande qualité auxquelles je n'aurais probablement jamais eu accès auparavant. Et
ça, c'était... Souvent, on m'a interpellé en disant, mais Jean-Jacques, pourquoi est-ce que vous allez dans les manifestations? Et de toute façon, les manifestations, ça sert à rien parce que le gouvernement est sourd aux revendications du peuple pour l'instant et avance dans son plan. Et ce que je répondais toujours, c'est que ces manifestations ne servent peut-être à rien pour l'instant au niveau du gouvernement, mais ça sert à énormément pour que les gens ne se sentent pas seuls, justement. Et c'est pour cela que je continue aussi mon combat, c'est pour dire aux gens, vous n'êtes pas seuls et vous n'êtes pas fous. Ce que vous pensez être insensé, ne pas avoir de sens, et effectivement, je vous confirme que ça n'a pas de sens si on regarde cette crise uniquement d'un point de vue de lutte contre un virus dangereux qui risque de tuer une partie de la population. Jean-Jacques, on a vraiment l'impression d'être aujourd'hui dans un esprit presque sectaire. Les sectes, on sait, se servent des moyens que vous décrivez là, à travers tout ce que vous venez de dire, à savoir rendre les gens dépendants, en les privant de leurs moyens de subsistance, mais aussi en les isolant. L'isolation, en fait, des personnes, ça fait partie des leviers essentiels, je dirais, de cet esprit sectaire. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut comparer tout ce qui se passe à un esprit sectaire ? Ah, tout à fait. D'ailleurs, dans une de mes émissions de l'info en question, je m'étais amusé à reprendre les critères de définition d'une dérive sectaire donnée par l'UNADFI, donc c'est l'Union nationale des associations de défense des familles et des individus, qui est une des instances anti-sectes qui a été mise en place après le suicide de l'Ordre du Temple solaire. Et lorsqu'on reprend les différents critères d'une dérive sectaire, ils s'appliquent tous intégralement aux actions du gouvernement actuel. Et d'ailleurs, j'avais dit de façon un peu provocatrice que nous pourrions tous et toutes déposer plainte auprès de l'UNADFI ou auprès de la Miviludes, qui est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, qui sont deux instances d'ailleurs financées par le gouvernement lui-même, mais que nous pouvions déposer des signalements contre le gouvernement en disant que nous étions soumis, nous, en tant que population, à des dérives sectaires. Et parmi les dérives sectaires, évidemment, il y a cette imposition d'une pensée unique, il y a cette imposition d'un isolement, d'une division à l'intérieur même des familles, entre les individus, une division entre les personnes âgées et les personnes qui sont en dehors des résidences pour personnes âgées, etc. Il y a une manipulation des consciences, il y a un jeu de culpabilisation aussi, en disant aux plus jeunes en bonne santé, vous serez responsable de la mort de vos grands-parents. Donc en fait, quand on reprend les différents critères édictés, je dirais, par l'UNADFI et la Miviludes, on se rend compte que c'est un carton plein pour les gouvernements du monde. Et donc, ce qui est quand même assez paradoxal, c'est que nous, les lanceurs d'alerte, nous nous faisons traiter de sectaires ou de gourous. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est un des qualificatifs dont je suis affublé, alors que, franchement, quand on regarde la réalité des faits, je ne sais pas de quel côté penche la balance de la dérive sectaire. Ah, effectivement, évincer toute pensée divergente, présenter les opposants comme des personnes nuisibles, ça fait partie effectivement des leviers des sectes. Alors vous êtes assez controversé quand on va sur Wikipédia, par exemple. Vous avez quand même pas mal de détracteurs, mais ça c'est un peu la rançon, je dirais, de votre succès. On ne peut pas être regardé, suivi par des millions de personnes et pas avoir derrière soi des personnes qui nous tirent des balles dans le dos. Mais en l'occurrence, là, ce qu'on dit, c'est que vous avez une personnalité ô combien forte, et on peut le mesurer encore ici aujourd'hui, mais que derrière cette capacité à pouvoir mobiliser les foules, à pouvoir drainer justement un certain nombre de personnes et de valeurs, eh bien, vous êtes très influent. Est-ce que ça ne revêt pas un caractère pour vous un peu nuisible ? Alors ça, c'est une réalité. Je dirais que depuis que l'école de Palo Alto, dans les années 60, s'est intéressée aux phénomènes de communication et de relations, il est évident que nous sommes tous, à partir du moment où nous communiquons, nous sommes tous des personnes qui nous influençons les uns les autres. Donc je dirais que pour moi, le critère d'être quelqu'un d'influent n'est pas un critère suffisant
pour déterminer si on est dans une démarche nuisible ou dans une démarche bienveillante ou dans une démarche même salutaire. Le tout, c'est de voir quelles sont les intentions qui sont derrière la capacité de quelqu'un à influer ou à influencer. Et je dirais que je reconnais totalement que j'ai un charisme, ça fait longtemps qu'on me le dit. Je suis une personnalité publique depuis 32 ans, ça fait quand même 32 ans que je suis formateur professionnel. Je suis intervenu pendant 7 ans d'affilée en France auprès du patronat français, au sein de l'association Progrès du Management, et j'ai formé des milliers de PDG et de directeurs généraux d'entreprises, et c'est clair que j'ai une personnalité qui est forte, et j'utilise cette personnalité pour, je dirais, promouvoir et pour défendre les valeurs qui sont les miennes. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder quelles sont les valeurs qui sont défendues par les gens qui sont influents. On peut regarder quelles sont les valeurs qui sont défendues par Klaus Schwab, le fondateur du Forum économique mondial. On peut regarder quelles sont les valeurs de Bill Gates. On peut regarder quelles sont les valeurs de Mark Zuckerberg, par exemple, et quelles sont les valeurs de Jean-Jacques Reffker. Et comme le dit une phrase d'évangile, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Et à ce niveau-là, je suis très à l'aise pour dire quels sont les fruits qui sont tombés de mon arbre. Alors, comment s'opère aujourd'hui, d'après vous, cette manipulation? Puisque c'est l'objet quand même de cette rencontre aujourd'hui. C'était le thème que l'on a choisi ensemble pour essayer de décrypter un peu tout ce qui se passe aujourd'hui. Alors, on sait que face à une manipulatrice ou un manipulateur, la première chose à faire, c'est de fuir. Mais là, malheureusement, Jean-Jacques, on est pris dans les mailles du filet. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Alors, d'abord, je ne suis pas d'accord de dire que la première chose à faire, c'est de fuir. Ça, c'est vrai pour une minorité de la population qu'on appelle les pervers narcissiques. Ça, c'est toute une démarche qui a été développée par Isabelle Nazaraga, mais avec laquelle je ne suis pas en accord en tant que spécialiste des phénomènes de pouvoir, parce que ça, ce sont des cas psychiatriques, ce sont des cas psychopathologiques, et ça ne représente peut-être que 2 à 3% de la population générale. Donc, par rapport au phénomène de manipulation ou de tentative de manipulation, la première chose que je rappelle toujours, et en cela j'ai été influencé beaucoup par la pensée complexe d'Edgar Morin, et puis toute la pensée complexe aussi, et la pensée systémique développée par Joël de Ronet dans les années 80, il faut bien se rendre compte que A ne va avoir du pouvoir sur B que dans la mesure où B, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement, va donner à A le pouvoir d'avoir du pouvoir sur elle. Et ça, c'est peut-être le message le plus important que j'essaye de faire passer depuis des dizaines d'années maintenant en tant que formateur professionnel, parce qu'en fait, mon métier, moi, c'est pas d'être lanceur d'alerte. Je rappelle que je gagne ma vie en étant formateur et pas en lançant des alertes. D'ailleurs, ça m'embête au plus haut point de faire ça, mais je le fais parce que ça doit être fait. Mais donc, la bonne nouvelle, c'est de se rendre compte que le pouvoir que quelqu'un peut avoir sur nous dépend totalement de notre acceptation à lui donner le pouvoir d'avoir du pouvoir sur nous. Et à partir du moment où nous cessons de jouer, et ça c'est Hegel qui disait ça, il disait dans la dialectique du maître et de l'esclave, lorsque l'esclave meurt, c'est-à-dire lorsqu'il disparaît, le maître disparaît, parce que le maître n'a plus personne pour définir son identité. Et c'est comme ça que nous allons gagner ce combat contre les gouvernements et contre les mondialistes qui veulent instaurer une dictature mondiale. C'est si nous sommes capables d'arrêter de donner du pouvoir à ceux qui nous oppriment pour l'instant, c'est là que cette minorité ne pourra plus avoir aucune emprise sur nous. Alors, je suis bien d'accord avec vous, Jean-Jacques, mais ça, pardonnez-moi l'expression, mais c'est quand même extrêmement théorique ce que vous dites là. Concrètement, dans les faits, Madame Dupont, qui regarde cette émission, se dit, écoutez, moi, j'ai pas envie de donner de pouvoir à mon maître. Voilà, qu'est-ce que je peux faire concrètement? Comment inciter les gens à se mobiliser, à se bouger, et parfois même, d'après vous, quels risques peuvent-ils prendre et jusqu'où? Alors, effectivement, vous faites bien de parler de Madame Dupont parce que c'est quelqu'un que j'ai toujours dans mon esprit lorsque je crée lorsque je produis mes vidéos. Moi, j'ai ma grand-mère, vous avez Madame Dupont, donc.
Donc, effectivement, ce qu'on peut dire à Madame Dupont ou à Monsieur Durand, c'est que la première chose, c'est de ne plus avoir peur. Et il y a beaucoup d'images humoristiques qui ont circulé sur Internet ces derniers temps en disant on a trouvé le remède contre le Covid-19 et on voit des gens balancer leur télévision à travers la fenêtre. Donc je dirais que ça, et dans tous mes travaux que j'ai commencé en 1983, donc ça fait très longtemps que j'ai commencé mes travaux sur les jeux de pouvoir et les jeux de manipulation, c'est que le lit de tous les phénomènes manipulatoires, c'est la peur. Donc vraiment le terreau de la manipulation, c'est la peur. Mais alors c'est toute une série de peurs. Évidemment, ça peut être la peur de mourir, mais ça peut être la peur de perdre l'image, ça peut être la peur de perdre la relation. Pourquoi est-ce qu'on accepte des choses inacceptables? C'est parce qu'à un moment donné, on a tellement peur de se retrouver seul, d'être isolé du troupeau, qu'on va accepter un certain nombre de choses. Donc en fait, vraiment, la peur, c'est le ressort premier de l'entretien de cette complicité circulaire, de ce jeu de pouvoir circulaire. Maintenant, pour Madame Dupont, ou Monsieur Durand, ce qu'on peut dire, c'est que quelles sont les choses qui vont nous permettre de ne plus être dans la peur? Puisqu'en fait, c'est ça. Et pour moi, une des premières choses, c'est de s'informer. Quand on regarde ce qui se passait au Moyen-Âge, avant le siècle des Lumières, entre guillemets, il y avait beaucoup de superstitions qui était lié à notre incompréhension des lois de la nature. Je rappelle que je suis physicien, donc j'ai fait une formation en physique quantique théorique à l'université de Namur, et à l'époque où il y avait des éclairs et des orages, les gens croyaient que c'était la colère de Dieu, et donc ils étaient dans la peur parce qu'ils ne savaient pas. À partir du moment où on sait ce qu'est un éclair et ce qu'est le tonnerre, eh bien on n'a plus peur parce que l'on sait. Et c'est ça sur quoi, je dirais, l'élite mondiale a joué depuis des dizaines d'années, c'est dans la diminution du niveau de conscience de l'humanité, dans la diminution de la qualité de l'enseignement, de l'éducation, dans la diminution d'un certain nombre de cours qui éveillaient à la pensée critique, à la philosophie, à l'histoire aussi. Je ne sais plus qui disait, je crois que c'est Thomas Jefferson qui disait « Un peuple à qui on enlève son passé est condamné à le répéter éternellement ». Et effectivement, moins on nous raconte la vérité de notre... C'est ça. Comment? C'est la compulsion de répétition, en quelque sorte, en C'est psychologie. C'est exactement ça. C'est parce que nous ne sommes pas conscients de ce qui s'est déjà passé. Mais par exemple, en 2009, avec la grippe H1N1, mais si on remonte plus loin dans le temps, on se rend compte que les manipulations venant des États, des gouvernements, sont monnaie courante dans l'histoire de l'humanité. Sauf que, comme l'histoire est écrite par les vainqueurs, on n'en a plus conscience et donc on est condamné à répéter ces choses-là. Donc pour moi, l'instruction, l'information, et c'est en cela que François fait un travail absolument salutaire et absolument indispensable, c'est de réinformer, c'est de donner des points de repère. Et c'est peut-être un autre élément aussi qu'on peut dire à Madame Dupont, c'est que c'est à partir du moment où nos points de repère changent en permanence que nous allons tomber dans la peur. C'est une image que je donne très souvent dans mes formations. Je dis, imaginez que on vous bouche les oreilles, on vous bouche les yeux, on vous amène dans une pièce que vous n'avez jamais visitée. Et puis, qu'est-ce que vous allez faire? La première chose que vous allez faire, c'est que vous allez essayer d'identifier les limites, donc les murs de cette pièce. Mais imaginez que cette pièce est une pièce expérimentale et qu'en permanence, les murs vont reculer, vont avancer, que le sol va s'abaisser, que le plafond va s'abaisser, va s'élever, etc. Et vous allez vous rendre compte que là où vous pensiez que le mur de gauche se trouvait, il y a 2 minutes, il n'y est plus, ou il y est beaucoup plus proche. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous asseoir au milieu de la pièce et vous allez attendre que l'expérience se termine. C'est-à-dire qu'on va vous plonger dans un état de sidération parce que vous aurez perdu vos repères. Et c'est ça que le gouvernement a fait depuis le mois de février. Sous prétexte qu'on ne savait pas, sous prétexte que c'était un nouveau virus, on a dit « il ne faut pas porter de masque ». Et puis « ah ben non, il faut porter le masque ». Et maintenant, c'est obligatoire à l'intérieur. Maintenant, c'est obligatoire à l'extérieur. On nous a dit il n'y aura pas de vaccin. Et puis on nous dit, ah ben si, il va y avoir un vaccin. On nous a dit, l'hydroxychloroquine, c'est bon. Ah ben non, c'est pas bon. Ah ben si, c'est bon, etc. Donc en fait, quand les repères changent en permanence, c'est une excellente façon
de mettre les gens en sidération. Et c'est ça qui se passe. Donc en fait, Madame Dupont, il va falloir que vous retrouviez des points de repère à l'intérieur de vous, parce que, ou dans des informations moins polluées par les conflits d'intérêts, parce que sinon, vous allez devenir folle. Vous allez être en sidération et maintenu en sidération. Effectivement, il y a deux mots que je retiens de cette intervention, en tout cas la dernière, c'est sidération d'un côté et puis information de l'autre. Mais c'est vrai, Jean-Jacques, qu'on entre quand même dans un combat aujourd'hui extrêmement intensif entre la désinformation d'un côté et puis contre la vérité, en tout cas celle qu'on défend, nous, avec nos valeurs qui sont les nôtres. Et tout cela sème quand même une très grande confusion générale. Et il y a beaucoup de personnes, je crois assez nombreuses, qui se situent finalement entre les deux camps. C'est pas votre impression aujourd'hui ? Oui, c'est ça. C'est que je me rends compte que pour l'instant, c'est encore une minorité de personnes qui se sont éveillées et qui ont compris qu'il n'y avait aucune intention bienveillante de la part des gouvernements. C'est clair, parce que sinon, ce serait difficile d'expliquer un certain nombre de mesures qui ont été prises et dont on a la preuve maintenant avec le recul de pratiquement 1 an qu'elles n'ont jamais été efficaces. Pourquoi continuer des confinements alors qu'on sait et je sais que vous avez donné la parole à plusieurs reprises au couple de l'Épine, qui a montré que les pays qui avaient pratiqué le confinement strict avaient plus de morts par million d'habitants que les pays qui avaient pratiqué un confinement modéré ou pas de confinement du tout. Donc, on sait que ces expériences de confinement, de distanciation sociale, non seulement ne marchent pas du point de vue strictement sanitaire, mais on sait en plus que les dégâts collatéraux en termes d'augmentation du nombre de suicides, dont les médias mainstream pratiquement ne parlent jamais, les faillites qui vont entraîner à moyen terme son lot de cancers, de dépressions, de maladies chroniques extrêmement graves. En fait, si vraiment le gouvernement avait une intention bienveillante vis-à-vis de la population, il dirait, attendez, on s'est trompé, on arrête le confinement parce que ça fait plus de dégâts et en plus, ça ne donne aucun résultat en termes de protection virale ou virologique. Mais donc, il y a une minorité de gens qui ont compris, il y a une minorité de gens indécrottables qui croient dur comme fer au fait que le gouvernement veut notre bien. Et comme disait un de mes amis, s'il veut votre bien, il l'aura à un moment donné. Mais bon, ça c'est une blague à part. Et puis, il y a des gens qui aujourd'hui aussi entre qui ne savent pas très bien quel camp rejoindre. Ce que les gens me disent, c'est qu'une fois qu'ils ont ouvert les yeux, c'est impossible pour eux de revenir en arrière. Mais c'est vrai qu'il y a encore une énorme majorité de gens qui disent ça n'a pas d'allure, je ne comprends pas, mais en même temps, je n'embarque pas dans ces théories conspirationnistes. Et ça, c'est aussi quelque chose de très pervers en termes de manipulation, c'est que très vite, les médias mainstream ont étiqueté ceux qui voulaient tenir un discours différent, tout simplement, par souci d'un débat démocratique, ont été étiquetés conspirationnistes, de la même façon qu'à l'époque du macartisme, on étiquetait les gens de communistes et puis on les a étiquetés de gourous de sectes, puis de communistes, ou enfin bon, bref, les étiquettes dispensent de réfléchir. Ça fait partie effectivement d'un des leviers de cette manipulation que vous expliquez très bien, Jean-Jacques. Ce que je voudrais savoir également, c'est votre état d'esprit aujourd'hui, parce que à force d'être un peu Cassandre, comme je le suis moi, de donner des informations à connotation extrêmement négative à longueur de journée, de plonger dans le catastrophisme ambiant, quels sont pour vous, on devient sombre, un peu plus sombre que la normale, même si on se sent éveillé et pousser des ailes à ce niveau-là. Mais ce que je voulais dire par là, c'est quel est votre état d'esprit, vous? Quels sont vos motifs véritablement de satisfaction aujourd'hui? Alors, autant en 2009, lorsque je me suis battu contre la propagande H1N1, je me suis détruit psychologiquement et spirituellement en 3 mois et demi, parce que je suis entré dans une attitude de violence qui était très intense. Vous m'auriez donné une épée,
j'aurais tranché la tête de tous les ministres de la Santé et de tout l'establishment de l'OMS. C'est clair. Et après 3 mois et demi, j'étais détruit intérieurement parce que j'étais rongé par cette violence. Et un jour, ma femme m'a interpellé en disant « Mais Jean-Jacques, est-ce que tu te rends compte que tu es aussi violent que les gens que tu combats ?» Et finalement, on est dans un combat où il n'y aura pas de gagnant. Et effectivement, après 3 mois et demi, il m'a fallu plus de 2 ans pour me réaligner et me reconnecter à des valeurs, je dirais, positives. Pendant 2 ans, j'ai été vraiment dans un désarroi et à quoi bon? À quoi bon continuer à faire mon métier de formateur pour enseigner aux gens à prendre soin de leur vie et de leurs besoins si on est face à des psychopathes comme cela? Et ça m'a servi de leçon. D'ailleurs, j'ai commencé une analyse jungienne juste après la crise du H1N1. Donc ça a été un des cadeaux de la crise, c'est que dès février 2010, j'ai commencé une analyse en demandant à mon analyste, mais aidez-moi à regarder quelles sont les ombres qui sont à l'intérieur de moi, parce que je suis traumatisé par cette violence dont j'ai été capable dans mes propos pendant 3 mois et demi. Ça m'a servi de leçon, ce qui fait que maintenant, ça fait plus de 11 mois que je me bats quotidiennement. Je passe à peu près 80 heures par semaine dans ce combat et je suis toujours aussi serein, je suis toujours aussi positif, je suis toujours aussi aligné que je ne l'étais le 3 février lorsque j'ai publié ma première vidéo où je disais « ils nous refont le coup de 2009 avec la grippe H1N1 ». Et pour moi, je prends véritablement ce combat comme un exercice de musculation spirituelle. Vous savez, quand on va dans une salle de musculation, on prend des poids et donc ces poids qui nous résistent nous aident à développer nos muscles. Bon, moi je ne suis pas un adepte de ça, mais enfin ceux qui font du fitness ou de la musculation, ils utilisent la résistance de la matière, je dirais de la pesanteur pour se muscler physiquement. Eh bien, moi, c'est comme ça que je vois ce combat. Je vois toutes les saloperies qui sont dites à mon propos, y compris le site Wikipédia qui a été créé par des détracteurs au mois de juillet dernier, et où ils disent des horreurs de moi. Et, bon, ben voilà. Mais pour moi, c'est chaque fois une occasion de dire comment est-ce que je peux être encore plus aligné sur le plan spirituel pour pouvoir continuer à être juste, à être dans la vérité, à être dans le respect, malgré tout ce qu'on me fait subir. Et donc, c'est génial, parce que moi, je suis dans une salle de fitness permanent, sauf que c'est du fitness spirituel et psychologique. Donc, je reste très positif et et j'encourage, je dirais, un maximum de personnes à rester dans cet alignement. Dans ma dernière conversation du lundi, je parlais justement du fait que le charbon, lorsqu'il est compressé de plusieurs tonnes par centimètre carré, peut devenir, selon certaines conditions, du diamant. Parce que le charbon et le diamant, ce sont des atomes de carbone. Simplement, la différence entre les deux, c'est que la compression du charbon va faire qu'il y a un réarrangement réticulaire des atomes de carbone qui fait que ça devient du diamant. Bon, la plupart du temps, ça ne passe pas dans l'autre sens. Le diamant ne peut pas redevenir du charbon, heureusement, au prix où coûte le diamant. Mais c'est ça, nous sommes appelés à devenir des diamants dans cette épreuve dans laquelle nous sommes. En tout cas, vos discussions du lundi valent de l'or, si on peut appeler ça ainsi. Et oui. C'est vrai qu'elles ont été censurées, elles ont été blacklistées. Vous faites partie vraiment des personnes à qui on en veut énormément aujourd'hui d'exister, médiatiquement parlant. Et donc, vous avez décidé, et on arrive justement bientôt au terme de cette émission, donc j'aimerais que vous puissiez vraiment me préciser ça de votre part de façon très, très technique et pratique. Vous avez donc musclé à la fois les serveurs pour avoir une bonne fluidité, si vous voulez, dans la discussion. Et puis en parallèle, vous avez décidé de monter une sorte de nouveau site, une nouvelle plateforme de relations, de mise en affinité des gens entre eux,
un site de soutien, c'est bien ça, pour permettre aux gens à la fois d'exister s'ils se sentent une voix contraire à celle aujourd'hui des mainstream, et puis de pouvoir, grâce à un système dont vous allez nous parler de repérage en quelque sorte, de créer une sorte de mythique, hein, c'est ça, c'est un mythique des anti-mondialistes. On peut appeler ça comme ça ? On pourrait appeler ça comme ça de façon assez résumée, effectivement. Donc, effectivement, depuis quelques mois, j'ai fait développer d'une part une plateforme de streaming un peu similaire à YouTube parce que je voulais être totalement indépendant et cette plateforme s'appelle fulllifechannel.com qui est donc hébergée sur une multitude de serveurs dans le monde et donc me présente aujourd'hui des conditions de sécurité puisque ma chaîne YouTube a été supprimé alors que j'avais fait 13 millions et demi de vues en 6 mois avec 235 000 abonnés. Donc j'ai dit bon très bien, je vois à quel jeu vous jouez, c'est très bien. Je vais utiliser une partie de l'argent que j'ai dans mon entreprise de formation pour créer une plateforme et donc cette plateforme de Full Life Channel aura probablement comme vocation aussi d'accueillir d'autres lanceurs d'alerte, mais je commence évidemment avec ma propre chaîne parce que même Odyssée, je ne leur fais pas confiance parce que Odyssée est possédé par la société Alphabet qui est le propriétaire de Google. Et donc croire que sur Odyssée on est à l'abri, c'est peut-être un peu naïf. Bon, et alors à côté de ça, effectivement, j'ai demandé à mes développeurs informatiques qui sont en Europe de créer une plateforme qui aurait les mêmes fonctionnalités que Facebook, Twitter, LinkedIn et dotée d'un moteur de recherche qui permettra aux gens d'identifier les personnes qui se trouvent dans un rayon de 10 km, 25 km, 50 km, qui se trouvent dans le même département, qui se trouvent dans la même ville, etc. Et qui donc permettra aux gens qui sont en recherche de solidarité, d'entraide, de soutien, mais aussi de mettre en place des actions coordonnées de résistance ou, je dirais, de désobéissance civile non violente, et j'ai toujours insisté sur la non-violence, bien entendu, eh bien, cette plateforme va être à leur disposition dans très très peu de temps maintenant. C'est une plateforme qui s'appelle solidarita.net et Solidarita sera une plateforme qui justement permettra aux gens de ne plus se sentir seuls et de pouvoir de façon anonyme dans un premier temps, donc en fait ça travaillera avec des pseudonymes et ce n'est que lorsque les gens se seront retrouvés quartier par quartier, ville par ville, région par région, là, ils pourront éventuellement révéler leur véritable identité et prendre des contacts sur le plan régional. Mais voyez, ça s'adresse aussi, par exemple, aux restaurateurs d'une ville qui voudraient tous se coordonner pour dire, eh bien maintenant, ça suffit, nous allons réouvrir nos restaurants. Nous avons la preuve que les mesures de confinement, les mesures de fermeture, de couvre-feu, etc. ne servent à rien. C'est une volonté délibérée de tuer l'économie des petites et moyennes entreprises. Nous allons nous coordonner. Donc en fait, cette plateforme est véritablement là pour que une multitude d'initiatives puissent être prises pour que les gens se retissent des réseaux de solidarité. Un peu comme pendant la guerre 40-45, et j'ai appris dernièrement par votre PDG de François, le nouveau PDG de François, que François a été créé en 41 sous le régime de Vichy. C'était un organe de résistance extrêmement important à l'époque, qui permettait aux Juifs justement d'être informés des rafles. Donc c'est pour ça que cette aventure François, moi à titre perso, me plaît bien, parce qu'on est véritablement avec Xavier Azalbert, effectivement, que vous venez de nommer, qui est son président, un homme extrêmement brillant, qui est comme vous, un mathématicien à la base, et c'est quelqu'un qui est pris de science, de technique, et qui a une honnêteté intellectuelle et une probité que peu de gens que j'ai pu rencontrer dans ma vie ont. Voilà. Donc, en tous les cas, c'est formidable comme aventure de François. Je vous remercie infiniment, Jean-Jacques, d'être venu participer aujourd'hui à cette émission, le défi de la vérité. Alors, peut-être la dernière question, puisqu'il en faut toujours une dernière. Cette dernière question qui pourrait être la suivante.
dans le contexte si morose qui est le nôtre aujourd'hui, est-ce que vous avez véritablement l'impression, vous qui ne voulez pas vous faire vacciner, ça on l'aura aisément compris, même si vous ne nous l'avez pas confirmé ici même sur ce plateau, est-ce que vous avez l'impression qu'un jour, vous aurez la joie de redécouvrir le monde tel qu'il était dans les années 90? Ça, c'est une excellente question. Ça demanderait beaucoup de développement, mais parce que comme Klaus Schwab l'a dit, si vous me demandez s'il y aura un retour à la normale, ma réponse est simple, c'est jamais. Et d'une certaine façon, on pourrait reprendre sa réponse en disant, ben, j'espère qu'on ne reviendra pas au monde d'avant, parce que ce monde d'avant, pour moi, était déjà vérolé par des profondes inégalités. Et depuis que j'étais étudiant à l'université, c'est-à-dire depuis 1979, j'ai été très vite préoccupé de découvrir la pauvreté des pays du tiers-monde, la pauvreté dans nos pays riches et toutes les inégalités qui n'ont fait que s'accentuer depuis, je dirais, 40 ans, depuis que je suis observateur du monde de façon beaucoup plus consciente, depuis que je suis sorti de l'adolescence. Et donc, je ne souhaite pas un retour à la normale, parce que si la normale, c'est de continuer à avoir des hyper riches qui profitent et qui font travailler l'argent pour pouvoir encore s'enrichir davantage au détriment des classes moyennes et des classes les plus pauvres, je n'aspire vraiment pas à ce genre de monde. Par contre, j'aspire à un monde qui est beaucoup plus basé sur la fraternité, sur le respect, sur je dirais la bienveillance et sur la conscience. Ça, c'est le monde auquel j'aspire. Et je suis intimement persuadé que nous pourrons y arriver parce que peut-être que la force que nous avons, nous, c'est que la vérité et la lumière ne peuvent pas être obscurcies indéfiniment. Lorsqu'on a deux pièces, avec une pièce éclairée et une pièce sombre, si on ouvre la porte entre les deux pièces, on n'a jamais vu un ray d'obscurité venir obscurcir la pièce lumineuse. C'est plutôt un rayon lumineux qui va venir éclairer l'obscurité. Et donc, c'est pour ça que je pense, nous avons toutes les raisons d'espérer que nous aurons un autre monde, mais pas le monde d'avant. Ça, c'est clair. Et c'est la seule raison pour laquelle je serai en accord avec Klaus Schwab. Merci beaucoup, Jean-Jacques, de tous ces propos à la fois éclairants et lumineux. Merci à vous, merci au nombreux public de nous avoir suivis sur cette émission. On va vous demander bien sûr vos réactions, à la fois sur François, sur le site de Jean-Jacques, bien sûr, également sur mon site, La Minute de Ricardo. Donc n'hésitez pas à apporter toutes vos réactions, vos questions, vos interrogations, et puis bien sûr à aller, puisque l'occasion faisant le larron, aller sur le site de Jean-Jacques pour vous inscrire d'ores et déjà, dès maintenant. Merci à vous tous et à très bientôt pour un nouveau défi de la vérité. Au revoir. Au revoir.